Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tous les jours, et nous en sommes très heureux. Comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Afrique, la faiblesse des constitutions, à quand les lois fondamentales africaines? Afrique, la faiblesse des constitutions, à quand les lois fondamentales africaines? Peut-être, vous ne le savez sans doute pas, que l'on soit à Cotonou, Abidjan, Kinshasa, Lomé, Yaoundé, Brazzaville, les corpus constitutionnels des pays francophones africains ont été élaborés en relation directe, organique, idéologique, avec ceux qui sont en vigueur chez les puissances coloniales, mais encore c'est chez ces dernières que s'est constitué le bloc de spécialistes du droit constitutionnel qui ont érigé leur vue sur la matière en parole autorisée sur le texte officiel africain. Si nous commençons par jeter un regard critique sur ces constitutions, à quelques nuances prêtes, elles sont toutes identiques, surtout quand l'on évoque le point relatif sur l'organisation pour le fonctionnement des institutions de l'État en cas d'absence ou de décès de l'exécutif national. Sans toutefois prendre de risque de nous tromper, si nous jetons un regard modéré et critiquement valable sur le cas du décès de Omar Bongo du côté du Gabon, vous comprendrez ce à quoi nous voulons nous y atteler à expliquer. En cas de vacances de la présidente de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des deux chambres du Parlement, statuant ensemble à la majorité de ses membres les fonctions du président de la République en cas d'empêchement de celui-ci, du membre constaté par la Cour constitutionnelle, saisi dans les mêmes conditions que ci-dessus par le président du Sénat ou si ce dernier, à son tour, est empêché par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'autorité qui assure l'intérim du président de la République dans les conditions du présent article ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle. Au Gabon, on se rappelle de ce que Mme Rose Francine Rogombe disposait ainsi de 45 jours pour conduire la transition. Tout le monde est au courant de cela. C'est-à-dire, durant la même période, elle pouvait organiser une nouvelle élection présidentielle. Ne pensez pas que c'est seulement au Gabon. Oui, mesdames, messieurs, comme nous l'avons toujours vécu, dans les traditions africaines, en cas de décès d'un chef d'État au pouvoir, par souci de respect de la mémoire de l'illustre disparu, le législateur doit décréter une période de moins 30 jours de deuil national. Une manière de constater qu'au niveau des services publics, durant ces 30 jours, le service accordé est au strict minimum. Alors que l'on soit à Yaoundé, à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, on a l'impression, mesdames, messieurs, que c'est la même personne qui a rédigé les lois fondamentales des pays d'Afrique francophone. Mais depuis les soi-disant indépendances de 1960, pourquoi est-ce que ces États africains, d'Afrique francophone précisément, n'ont pas changé ces constitutions? Pourquoi avoir gardé le même rythme, pour ne pas dire les mêmes règles, les mêmes lois qui régissent justement cette loi fondamentale? Pourtant, de bonnes nouvelles arrivent, le Mali et la Centrafrique sont en train de se mettre, bien sûr, en œuvre pour une nouvelle constitution dans leurs pays respectifs. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Afrique, la faiblesse des constitutions, à quand les lois fondamentales africaines? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un spécialiste, Jonathan Batengene, qui en parlera avec nous ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, c'est surtout un privilège et un plaisir d'être ici dans ce magnifique studio. Quand on a discuté de cette émission, vraiment, je ne m'attendais pas à une aussi belle surprise. Merci. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui certainement seront ravis de suivre le programme. Très heureux de vous avoir, hein. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur un plateau. C'est toujours un réel plaisir également de vous écouter. Ils sont très nombreux d'ailleurs qui vous ont réclamé sur Panafricaniste TV. Je leur ai promis que vaille, vous viendrez. Et vous êtes là ce matin, c'est un honneur pour nous. Oui, un gros honneur. Et nous disons à tous ceux-là qui nous ont réclamé
encore que nous sommes ensemble dans le combat, nous allons le gagner ensemble. Oui. Notre grand frère, Steve Ngos ici, nous pouvons dire que notre génération ne passera pas, que nous verrons cette victoire de nos yeux. Nos ancêtres, à qui nous rendons un vibrant hommage, surtout au niveau du Cameroun, le bâtisseur infatigable qu'a été le grand leader héros national, père de l'indépendance, Nobel. Nous savons qu'ils ont rêvé de ces moments-ci. Oui. Et comme nous aimons à le décrire, ils étaient le phare qui orientait le navire depuis les berges là-bas. Et ceux des navigateurs qui ne voyaient pas la lumière du phare ne comprenaient pas pourquoi le navire devait aller vers ce port-là. Aujourd'hui, nous sommes les navigateurs qui avons compris que c'était le bon chemin et nous sommes en train de suivre leur orientation. Nous répondons à leur appel et nous sommes sûrs que nous sommes à quelques pas du port. Bientôt, nous allons découvrir les berges et nous allons certainement retrouver la chaleur de nos familles. Vous comprenez un peu la métaphore. Exactement. Pour l'instant, nous sommes perdus dans un océan et heureusement, ils nous ont déjà montré la direction. Le bateau tangue parce qu'il y a des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'il est loin de son port. Il faut rester vigilant, il faut rester fort, il faut continuer à manœuvrer. La victoire est tout à côté. Merci à vous, Jonathan Batenguene, pour ces propos. Hein. On a souvent l'impression que vous êtes un poète. Mais bon, allez savoir. Je reviens justement avec vous ce matin avec cette interrogation. Depuis les années 1960, on va le dire comme ça, date des pseudo-indépendances du continent africain, pour ne pas dire de l'Afrique francophone, on a eu des constitutions écrites, pour ne pas dire rédigées, par des Français. Quand est-ce qu'on va les changer? D'abord, le drame, il est profond, parce que ces constitutions reflètent un régime qui ne correspondait pas à nos aspirations à ce moment-là. Prenons le cas que nous maîtrisons un peu plus, celui du Cameroun. Exact. Cameroun au sorti de l'année de 1958, parce que c'est là où nous avions encore des statuts, il y avait un régionalisme qui respectait plus ou moins une organisation sociale. Parce que les Occidentaux, quand ils ont départagé le monde en 1884-1885, ils avaient plutôt observé les rapports de force entre eux. Oui. D'ailleurs, les principes qui ont organisé le monde, il y avait le principe de l'Interland, qui n'était pas un principe basé sur une division naturelle ou bien le respect de l'organisation sociale des peuples. C'était, si vous rencontrez une puissance à l'intérieur, vous vous arrêtez à ce niveau. C'est là la frontière de ce territoire. Ou bien, si vous rencontrez un obstacle naturel qui vous empêche, que vous n'avez pas pu franchir, en ce moment, c'est votre limite. Jusqu'à ce que l'autre puissance vienne à ce même obstacle. Donc, si vous avez la possibilité de franchir entre-temps, vous pouvez étendre votre territoire. Donc, c'était plus le reflet d'un rapport de force. Et le rapport de force qui a eu cours en Europe depuis le Moyen-Âge. Vous savez qu'au sortir du Moyen-Âge, les Européens étaient bouleversés par les guerres des 100 ans. Et puis, ça s'est un peu stabilisé autour de 1648 avec les accords de traité de Westphalie. Puis, ça a encore progressé, 1660. Ils ont encore dû se retrouver à Vienne pour discuter de leurs affaires. Et en 1885, 1884, on a une Allemagne qui vient bousculer l'Angleterre comme puissance hégémonique en Europe, parce que l'Angleterre était supposée être avec sa compagnie des Indes orientales et occidentales. Elle avait commencé à contrôler les mers. Mais dès que les Allemands les ont bousculés sur le plan commercial, les Allemands ont remis en question cet ordre. Et comme le roi Jean de France avait déjà aussi remis en question la division mondiale de la domination, c'est-à-dire les traités de Tordesillas sous le pape, je crois, sous un des papes, je ne vais pas citer parce que eux, ils sont très très nombreux ces papes-là. Donc, sous le pape qui avait signé le traité de Tordesillas, le Portugal devait avoir le Nouveau Monde jusqu'à un certain méridien et l'Espagne jusqu'à un certain méridien. C'est ainsi que Christophe Colomb se retrouve dans sa navigation jusqu'aux États-Unis, en Amérique aujourd'hui, où il dit avoir découvert. En fait. C'est quand même étrange. Comment un peuple qui existe sur un territoire, vous le découvrez. En fait, vous venez à sa rencontre. Donc la rencontre entre les Européens, entre les Espagnols et
et les Américains, les Amérindiens, s'est faite à cette période-là. Puis, les Espagnols ont compris qu'il s'agissait de territoires riches. Ils ont commencé à exploiter. Donc, quand le roi Jean constate que la couronne d'Espagne, comme la couronne du Portugal, d'ailleurs, vous allez remarquer que les périodes de découverte, les périodes d'exploration de cette terre-là correspondent effectivement au traité de Tordesillas. Et vous voyez que les Portugais, pendant ce temps, ils sont sur la côte africaine. Oui. Parce que le méridien, ça se limitait au niveau du Cap-Vert. Donc, vous avez ces deux puissances qui étaient sorties. Les Français constatent que les deux fortunes de ces couronnes ne font que s'accroître. Ils se demandent, mais pourquoi ces gens deviennent aussi riches? Ils se rendent compte d'une chose, ces gens vont sur des terres nouvelles où il y a des richesses en abondance. Ils envoient aussi leur propre mission, qui vont commencer à explorer et se rendre compte que non, c'est des peuples très riches, nous pouvons aussi coloniser des espaces. Et le roi Jean va écrire en disant au nom de quoi le pape aurait reçu du droit divin l'autorisation de donner une partie de la terre aux Espagnols et aux Portugais. Nous aussi, la France, nous avons le droit d'aller à la découverte. Donc, ils avaient remis en question cet ordre. C'est ce que Bismarck fera à son époque face aux Britanniques. Constatant que les Britanniques se sont enrichis de par le monde avec le commerce, ils disent, maintenant nous sommes la première puissance économique d'Europe. Nous voulons aussi avoir voix au chapitre. Les Allemands seront donc les avant-derniers colonisateurs parce qu'ils vont lancer aussi leur mission exploratrice, qui vont arriver au Cameroun, qui vont arriver dans l'actuelle Tanzanie, qui vont retrouver plusieurs territoires, qui vont consolider comme étant leur terre. Ils vont même aller enlever les Anglais de ce qu'on appelle aujourd'hui le Zanzibar. Oui. Ils vont aller là-bas, ils vont les enlever et ils vont se placer comme étant la puissance. Et plusieurs royaumes, comme ça, vont devenir des territoires allemands. Voilà un peu le rapport de force qui a organisé 1884-85. Aujourd'hui, nos États qui sont le reflet de ces divisions ont continué à être aussi le reflet de ces rapports de force entre l'Occident et l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1960, par exemple, le pays comme le Cameroun, le régionalisme qui était observé dans une moindre mesure au Cameroun va voler en éclats. On va rentrer dans une sorte de centralisme qui reprend l'État français, l'État jacobin français. On va accorder la primauté à un président alors qu'on a affaire avec un territoire qui avait besoin d'être réunifié, au lieu de d'abord consolider les deux avec peut-être des premiers ministres comme c'était en 1950, c'est parce que 1958, vous vous souvenez qu'on avait le premier ministre dans la zone francophone et le premier ministre anglophone. Alors les Français vont maintenant repercuter le rapport de force au niveau du Cameroun et dans la Constitution. Ils vont mettre un président de la République qui savent être supérieur à un premier ministre et ils vont prendre le poste de premier ministre, mettre en dessous. Une manière pour eux de caporaliser l'arrivée de Cameroun anglophone. Une situation qui aujourd'hui nous coûte beaucoup de vies humaines sur le plan de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette constitution-là ne reflétait pas les aspirations du peuple camerounais. Ça, c'est juste un exemple. Mais si vous allez dans plusieurs pays africains, vous verrez qu'il y a eu des drames comme ça. Il y a cette volonté de caporaliser les espaces par la violence symbolique qui a été matérialisée dans les constitutions. Et ces constitutions qui sont donc venues pour davantage brimer les droits des populations ne sont pas le reflet de ce que ces populations souhaiteraient faire. Qu'est-ce que c'est la constitution au départ? C'est l'affirmation de la liberté d'un peuple. C'est parce que la liberté, elle est encadrée. Oui. Alors, la Constitution, c'est le texte fondateur qui permet d'encadrer toutes ces libertés. À partir du moment où la Constitution ne défend pas les libertés de tout le peuple et plutôt promeut les intérêts d'une partie du peuple, ces constitutions ne reflètent pas les aspirations de ce peuple. Pourquoi pas les changer finalement? La question de les changer alors de rédiger de nouvelles constitutions. Elle s'est posée, mais vous savez que notre histoire particulièrement, c'est une histoire très violente. Les peuples africains, nous savons ce que nous avons vécu. Au Cameroun, si on prend les Algériens, ils ont perdu près d'1 million, plus de 1 million de personnes. Mais quand vous regardez les Français dans leur comptabilité, ils disent 250 000 personnes. J'ai dû avoir même des conflits avec quelques historiens algériens qui m'ont documenté les crimes de la France et m'ont permis d'ajuster les chiffres. Aujourd'hui, c'est vrai, les Algériens ont perdu
plus d'1 million de personnes dans leur révolution. C'est des massacres qui étaient faits justement pour empêcher aux indépendantistes, aux nationalistes, de nous doter de véritables constitutions. Si on prend le cas du Cameroun encore, avec l'Union des populations du Cameroun qui revendiquait les indépendances, qu'est-ce qu'ils disaient comme premier point? D'abord, la réunification totale du Cameroun. Pour eux, le Cameroun ne devait pas accéder aux indépendances avec deux entités. Oui. On devait accéder à l'indépendance avec un pays réunifié tel que les Allemands l'avaient laissé aux deux puissances tutélaires. Et le deuxième point, c'était indépendance totale. C'est-à-dire que la constituante du Cameroun, cette constituante, devait être le moment pour les jeunes Camerounais, pour la jeune nation camerounaise, de se penser en tant qu'être une personne morale qui veut aspirer à gouverner, à échanger avec les autres pays. Et il voulait penser le Cameroun selon nos us et coutumes également, parce que Oumniobé parlait du respect de nos ethnies sans l'instrumentalisation politique de ces dernières. Ça veut dire que constitutionnellement, on devait avoir quelque chose qui reflète ces éléments-là, qui font partie de notre personnalité. Et le fait que ces nationalistes n'aient pas eu le pouvoir, qu'on ait donné le pouvoir, et d'ailleurs c'est les Français qui l'ont reconnu, à ceux qui n'en avaient pas besoin, ceux-là ne se sont jamais posé la question. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, ils se chargeaient juste de remplir leur cahier de charges vis-à-vis des vrais maîtres de nos pays. C'était la France, particulièrement pour l'espace francophone. Dans l'espace anglo-saxon, c'est l'Angleterre. Parce qu'il y a aussi ce débat qui a cours en Afrique. Et vous avez ceux qui pensent qu'ils sont des esclaves beaucoup plus évolués, bien mieux traités que les autres. Ceux qui sont dans l'espace anglo-saxon. Prenons un peu le cas du Nigeria. J'ai assisté à une scène loquace au Nigeria. C'est que vous avez des réunions là-bas, c'est les réunions de la franc-maçonnerie. Et pendant que tout le monde toast, ce n'était pas une réunion officielle, donc auquel cas on n'aurait pas pu se retrouver dans le... Mais c'était une réunion où il y avait plus de francs-maçons. Et ils ont toasté. Donc, c'est ça qui m'a profondément marqué. Ils ont toasté le premier verre. C'était à l'honneur de la reine. La reine d'Angleterre. D'Angleterre. Dans un pays africain. Le premier toast est levé à l'honneur de la reine. Le deuxième toast au duc de Windsor. Mon Dieu. Et le troisième toast, pas au président du Nigeria, au grand maître de la loge du Nigeria. Et je vous dis, c'est une réunion où il y avait des officiels nigérians. C'est un peu étrange, vous voyez. Regardez ce genre d'organisation extravertie qui vous apprend que de manière téléologique, vous poursuivez des valeurs extraterritoriales, extracontinentales. Mais quand vous travaillez, vous êtes au service de qui? Vous êtes au service des étrangers. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi l'armée nigériane elle-même, par exemple, dans le conflit libérien, n'est pas parvenue à apporter une véritable solution. Elle est arrivée comme une armée qui faisait une guerre de procuration pour le compte des nations extérieures, notamment les États-Unis qui avaient plus d'intérêt parce que c'est la diaspora états-unienne qui a créé, les Noirs qui ont été rapatriés là-bas, c'est eux qui ont créé le grand problème au Libéria. Voilà un peu ce qui s'est passé, ce qui fait que nos constitutions n'ont pas encore pu prendre les couleurs de nos aspirations. Est-ce à dire finalement que les États africains sont pris en otage? Oui, oui, oui et oui. Monsieur Ngos, vous maîtrisez aussi bien ce sujet parce qu'on en a déjà discuté. Oui. Prenons le cas de l'école, parce que les gens croient que la colonisation, c'est les fusils seulement, les armes, la pression, les crimes, les répressions. Ça, c'est le côté brutal de la colonisation. La colonisation avait compris que, et c'est d'ailleurs un principe édicté par Hobbes, il disait que le droit le plus fort n'est jamais su d'être le plus fort s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Oui. En fait, quand vous prenez ce principe, vous comprenez le sens de l'école. L'école est un principe de docilisation de l'esclave.
dans la compréhension occidentale. Prenons un peu voir les programmes scolaires. Quand vous prenez les programmes scolaires en Afrique ne font jamais la vulgarisation des travaux universitaires africains. Or, normalement, une école dans un pays, c'est la vulgarisation au niveau du primaire et du secondaire, c'est la vulgarisation des connaissances du supérieur. Mais dans notre cas, on vous apprend Pythagore et Thalès, on vous apprend King Merton, on vous apprend Keynes, on vous apprend... En fait, tout ce qu'on vous dit, c'est vous préparer à prendre votre avion et aller continuer là où ces choses-là se passent. On vous dit que tel principe, c'est l'américain tel qu'il avait fait. Même en philosophie, où on commence à vous parler de John Moyle en terminale, on vous dit encore que non, pour comprendre, parce qu'il faut un peu voir comment on a organisé le cours de philosophie en terminale. C'est tellement bien organisé pour vous préparer à partir en Europe, que lorsque vous lisez John Moyle, vous avez même l'expression que lui, c'est de l'imposture à la fin. Parce qu'après, vous relativisez. Bon, lui n'a même pas un courant dans lequel on l'a inséré dans le cours de philosophie. Mais vous avez quand même lu l'ouvrage. Donc, il y a un travail de vulgarisation des travaux locaux qui fait que... une absence de vulgarisation des travaux locaux qui fait que les Africains sont préparés simplement à aller servir l'Occident. C'est l'asservissement par l'école. Quand vous prenez un intellectuel africain qui a fait du droit, mettez-le dans une administration publique, vous verrez son raisonnement. Il est préparé à être soumis. Il commence par vous dire l'ordonnancement juridique veut qu'il y ait les traités internationaux en haut, la Constitution, les lois organiques. Cet ordre-là, qui lui a donné ça? Donc finalement, les constitutions africaines sont en dessous des traités internationaux. Voilà comment l'école nous a appris à nous-mêmes nous préparer à asservir nos États. On vous dit que les traités internationaux, lesquels traités? Pourquoi les traités internationaux doivent être au sommet? Parce que les traités internationaux sont souvent les constructions des mondialistes. Vous savez que la logique derrière, c'est la logique du lobbying. Là-bas, leur cyberdémocratie, ce n'est pas pour défendre les peuples, c'est pour défendre les intérêts des plus puissants dans le peuple et instrumentaliser le peuple pour garantir la légitimité de ces accords-là. Donc, quand par exemple, ils défendent les intérêts des LGBTQ, c'est une affaire internationale. Exactement. On va partir aux Nations Unies, on va prendre une convention, on va adopter une convention, on va la faire voter avec les applaudissements de diplomates corrompus. Parce que aussi, c'est un ouvrage qui le dit, hein, les diplomates des Nations Unies sont corrompus. Ce n'est pas moi qui le dis parce que beaucoup peuvent croire que non. Oh, vous savez, c'est un secret polichinelle. Voilà. Donc, vous avez cette caisse où les gens sont corrompus. Ils ont voté une convention qui a été financée par les lobbies LGBTQ. Et vous savez que ces gens sont puissants. Et pour justifier ça, on vous dit que non, il y a des études scientifiques qui le prouvent. Lesquelles études? On va prendre un jeune Africain qui vient d'avoir sa licence. On lui dit, si tu fais un travail, si tu fais un projet de recherche dans le cadre de la défense des minorités, tu pourras avoir une bourse. Il dit, ah bon? Le jeune Africain, regardez la psychologie dans laquelle on le met. Le jeune Africain, on sait qu'il ne peut pas hypothéquer son avenir en faisant une recherche qui n'est pas financée. Il dit, bon, il y a un intérêt là, je dois être financé. On dit, ok, c'est quoi ton objet? Et généralement, son directeur lui glisse de manière subtile, travaille même sur les minorités sexuelles là. Mais il ne vous dit pas LGBTQ au départ, sur les minorités sexuelles. Et quand vous allez effectuer les petites recherches sur les minorités sexuelles, vous tombez parce que le système de référencement Internet place ces groupes-là dans les minorités sexuelles. Vous êtes obligé de formuler votre travail dans le sens des LGBTQ. Et vous allez écrire un rapport, un mémoire qui va justifier le fait que ces gens devraient être protégés. On va donc prendre la somme des recherches qui ont été ainsi financées par les lobbies LGBTQ et on va brandir ça en disant, même de façon scientifique, il y a des travaux qui montrent que c'est des minorités opprimées. Et les conventions internationales, donc dès qu'elle est ratifiée par un pays, c'est fini. On vous dit, ça s'impose à vous parce que ça devient une partie de votre constitution, ça s'impose à vous et vous devez conformer vos textes organiques à ces textes internationaux. Dans les textes internationaux, cet ordonnancement juridique est essentiellement un ordonnancement qui est fait pour casser les souverainetés des peuples
et casser les libertés des peuples. Les peuples africains, malheureusement, sont pris en otage par d'abord ce type d'enseignement, ce type d'école, et pris en otage par cet ordonnancement. Aujourd'hui, quand on dit que les Africains devraient se doter de constitution, oui, nous devons le faire, mais il y a aussi, que vous savez, c'est d'ailleurs un combat que nous avons commencé ensemble, nous disons, le premier grand combat doit commencer par ce qu'on a appelé le droit international. Il faut remettre en question cette affaire, parce que ça n'a jamais été une affaire neutre. Il faut remettre en question cet ordonnancement où on nous dit que les traités internationaux s'imposent, qu'on nous laisse cette affaire. Nous allons aller sur d'autres bases. La souveraineté des peuples doit être défendue avec des constitutions souveraines qui ne sont pas aliénables à d'autres textes. Pendant ce temps, il y a quand même de bonnes nouvelles sur le continent africain. La République centrafricaine a pris l'initiative avec le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, dans les 3 mois à venir, de rédiger justement une constitution. Il y a d'ailleurs élu, on va le dire comme ça, 55 membres qui vont rédiger d'ailleurs cette constitution. Et on a également la République du Mali qui a pris également cet engagement de rédiger lui-même justement sa constitution. Est-ce pour dire que quelque chose va changer dans les jours à venir? Oui, il y a ce travail qui est en train d'être fait et nous le saluons. Oui. Le président Faustin-Archange Touadéra, parce que quand on dit qu'il a initié, c'est comme si c'était levé, il a dit, bon, il faut modifier la Constitution. Et vous savez qu'il y a un célèbre humoriste qui est payé par les réseaux de France Média Monde pour moquer les révisions constitutionnelles en Afrique, comme si ce n'était que le fait de l'Afrique. Pendant ce temps, la France a révisé sa Constitution en 2008 et le même humoriste ne s'est pas montré assez loquace là-dessus. Comme si ce n'était pas aussi, il faut paraphraser le Gondwana là-bas. Oh, vous savez, on sait pour qui il travaille, ne vous inquiétez pas. Ok, donc il y a eu un travail de fond par le peuple. Le peuple centrafricain s'est levé comme un seul, a demandé, au vu des efforts fournis par le président Touadéra, qu'il amène le pays vers quelque chose de plus grand. Et pourquoi le plus grand là commence par la Constitution? Le Centrafrique a vécu une situation d'insécurité criarde, qui était un cas d'école dans le monde. C'était le pays où, après une élection, la seule certitude, ou bien après l'installation d'un président, la seule certitude, c'était un prochain coup d'État ou une prochaine rébellion. Donc, c'était le pays où la programmation des rébellions pouvait même se faire dans un calendrier, en disant si le président est élu ou bien est installé au mois de janvier, au mois de juillet, à coup sûr, en juillet et septembre, il y aura une rébellion. Voilà le Centrafrique que le président Touadéra a pris. On se rappelle justement du coup d'État de la Saint-Sylvestre, un 31 décembre. Un 31 décembre. Vous voyez qu'ils ont des coups que eux seuls, on vous parle d'opération Barracuda, eux seuls ont eu des opérations qui même laissent l'imaginaire stupéfait. Et les Centrafricains avaient perdu la quasi-totalité de leur territoire. Madame Samba Panza, quand elle prend le pouvoir, elle exerce sur Bangui, il faut le reconnaître. Les élections même qu'elle organise, c'est parce qu'elle a besoin de voir un pouvoir légitime. Et elle réussit à avoir quelqu'un. Vous avez déjà raconté cette histoire une fois où M. Le Drian essaie de lui faire signer un papier illégal. Et nous saluons sa témérité et surtout son honnêteté et intégrité. Elle a refusé. Elle confie dans le pays au président Touadéra, qui prend les rênes du pays et réussit à ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on parle de 95% du territoire centrafricain qui est restauré et sécurisé. On parle d'un pays qui a maintenant des projets futuristes, par exemple le projet Sango. Oui. On parle d'un pays qui est en train de se remettre sur les rails, qui a adopté une monnaie électronique, une monnaie digitale. Oui. Et ce pays-là, d'ailleurs la Banque centrale d'Afrique centrale, a reconnu que le Centrafrique avait anticipé sur les changements financiers qui sont opérés dans le monde. Et qu'à ce titre, c'est un pays à féliciter. Le président Touadéra, qui a mené le pays à ce niveau, il avait un seul handicap. Il y avait une constitution de la période de transition. C'est-à-dire que le Centrafrique était c'est comme si vous avez un ticket qui vous laisse à Yaoundé et vous voulez aller jusqu'à Bertoua. Oui. Vous devez au moins encore aller à l'agence acheter le ticket.
Donc il fallait, dans le cadre de cette constitution, il fallait trouver un moyen de donner à cette constitution, non plus les moyens simplement de la réconciliation, qui était l'objectif de la constitution de transition. Il fallait donner au Centrafrique maintenant une constitution qui va lui permettre de décoller et de continuer en tant qu'un pays qui a retrouvé cette unité. Donc le président Touadéra a reçu cet appel du peuple, qui a senti qu'avec cette constitution-là, on pouvait pas aller plus loin. Et il est resté attentif. Vous avez vu les manifestations en plein Bangui. Le peuple a appelé et il a répondu présent. Donc maintenant, c'est une révision qui sera vraiment profonde parce qu'ils sont en train d'aller au tréfonds. Je crois qu'ils vont appeler des anthropologues. Ils sont très nombreux d'ailleurs, des historiens, des historiens, voilà, qui sont dans les commissions. J'ai suivi un peu comment les travaux se passent. Donc, ça va être quelque chose de vraiment profond. Ce n'est pas un travail à la va-vite. Ce n'est pas un travail aussi sur mesure pour la gloire du président. C'est un travail pour le peuple centrafricain. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais heureux. J'étais encore hier avec mon grand frère Patient Parfendo. J'ai vu que le retour de Centrafrique a été impacté. Pourquoi? Parce que désormais en Centrafrique, on parle plus de Barthélemy Boganda, il y a des concepts comme Zokwezo, l'homme Tsovo, donc qui commencent à être vulgarisés. Je crois que c'est des éléments qu'ils vont encore mettre, ils vont amplifier dans la Constitution. Voilà un exemple palpable qui nous garantit que l'Afrique est en train de commettre des pas de géants. Il y a les Maliens qui sont en train de faire un travail également. Par exemple, ils sont en train de parler, ils utilisent des concepts africains. Oui. Par exemple, Maliba. On n'est plus dans des slogans creux, français, France-africains. On a des slogans africains, Maliba. Et dans Maliba, je discutais avec Amina, avec qui nous étions la semaine dernière. Elle nous dit, Mali lui-même, ce n'est pas un mot français. C'est un mot qui vient du Bambara ou bien du Soninké. Hein. Elle dit, le mot même traduit signifie hippopotame. Et il y a toute une histoire derrière. Et dans Maliba, il y a le nouveau Mali qui doit être construit. Ce nouveau Mali-là, dont il y a une vision, il y a la langue qui va changer. Nous espérons qu'en Centrafrique aussi, la langue va changer. La langue a bien changé, ils ont choisi le sango. Le sango, voilà. Et au Mali également, la langue va changer. Ils vont adopter le bambara. Il y a des changements paradigmatiques dans cette constitution qui sont très importants. C'est pourquoi dans les deux pays, ce sera non pas des réformes constitutionnelles, mais des nouvelles constituantes. C'est-à-dire qu'on va refonder l'État. Et dans la théorie occidentale de la Constitution, on conçoit la Constitution comme étant le fruit d'un contrat social, comme étant la concrétisation d'un contrat social. Nous espérons que ce nouveau contrat social malien et centrafricain vont inspirer des pays comme le Cameroun, parce que même si le Cameroun est un chantre aujourd'hui de la lutte panafricaniste, nous pouvons reconnaître que là, sur ce chantier-là, nous sommes encore en retard. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'avoir été de notre ce matin. Merci, merci. Steve, on n'a pas vu le temps parce que c'est déjà fini. C'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. N'oubliez surtout pas, comme l'a déclaré au fort Jonathan Batengene, pour nous, la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. Bonne journée à toutes et à tous.